Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Dans le cadre du 35e Festival Vue d'Afrique, que je vous invite à découvrir, nous avons décidé de donner la parole à des femmes cinéastes, réalisatrices pour nous parler de leur engagement social, des éléments qui les ont emmenées à réaliser un film, à se lancer dans un milieu en général masculin. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir sur notre plateau Pauline Bunning, parce qu'à chaque fois, j'ai peur de mal prononcer ton nom. Donc, je rappelle que tu es photojournaliste, que c'était ta formation que tu as fait au Danemark. Tu es d'origine belge. Oui, oui. Et tu as décidé d'aller apprendre l'arabe en Égypte. C'est très simple comme parcours. Donc, où tu as vécu pendant 5 ans, tu t'es vraiment intéressée à cette société, à tout ce qui l'accompagne. Et que ton travail a été quand même reconnu, beaucoup publié, notamment dans des journaux comme Le Monde Magazine, comme The Guardian, comme le New York Times. Voilà, donc tu es quand même rapidement, ton travail a attiré l'œil de plusieurs journaux professionnels. Et aujourd'hui, tu réalises ton premier film qui s'appelle Rester vivant, qui relate l'histoire de la révolution égyptienne qui s'est déroulée en 2011, la place de la jeunesse dans cette révolution et pourquoi est-ce que subitement, après toute une vague médiatique, on ne les entend plus. En gros, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc Rester vivant, c'est un film qui questionne la question qui questionne l'engagement de ces jeunes, parce que comme tu l'as dit, à un moment donné, on les a plus entendus parler. Donc pendant des années, moi je les ai photographiés. J'ai photographié les débuts, les premières manifestations, la révolution, etc. Et puis en 2013, après plein de soubresauts politiques, c'est l'armée qui reprend le pouvoir. Et les suites de ça, c'est quand même un blackout médiatique. En tout cas en Europe, on n'entend plus trop parler de ces jeunes. Et eux, ils survivent comme ils peuvent dans un régime militaire Parce que assez répressif. On n'en entend pas plus parler non plus, si? Non, on n'en entend plus parler. Et ça me frustre beaucoup. Bon, déjà, moi, je suis obligée de quitter l'Égypte en 2013. Je suis enceinte de mon premier enfant, en fait, et la situation pour les journalistes sur place est devenue vraiment très compliquée. Et donc, tous mes amis me conseillent de rentrer en Belgique en disant que je vais devenir folle, là, parce que je vais être en cage et que je ne pourrai pas exercer mon métier de manière assez libre. Et donc, voilà. Et que ce n'est pas un contexte pour avoir son premier enfant. Donc, je décide de les écouter, mais vraiment à contre-cœur. Je rentre en Belgique. Et puis, il y a cette frustration-là liée à la frustration de ne plus entendre parler des vraies questions qui animent la société égyptienne en Europe, de ne plus entendre ces jeunes alors qu'ils étaient les stars de nos médias en 2011. Et donc, tout ça combiné, donc c'est d'une énorme frustration que je décide de faire ce film. Mes photographies, c'est plus assez. Ça raconte. Donc je développe un projet de livre qui s'appelle Génération Tahrir et qui raconte l'émancipation de cette jeunesse. Mais à côté de ça, j'ai envie de les entendre parler de ce qu'ils deviennent dans l'Égypte de Sisi post 2013 et. Très bien. On va découvrir quelques images. يشوفي انا بلعب مع ابني بقول له هتفوت الثوره. ايه ده دي مشكله كبيره يعني. دي حاجه انا مش عارفه دي حاجه تزعل ولا حاجه تفرح، بس هي يعني حاجه غريبه. يعني احنا بقينا كلنا عندنا مشكله نفسيه. والله يعني احنا عندنا مشكله نفسيه. احنا مبسوطين ان احنا كنا جزء من ده، وفي نفس الوقت بنقول يعني مش عارفه يا ريته ما حصل مثلا. يعني يا ريت احنا ما كناش عملنا ثوره كان هيبقى الوضع احسن. لا بس ما كانش هيبقى الوضع احسن، كنا هنفضل زي ما احنا. يعني طب في كده في جنون، في لخبطه،
في يعني احنا بقينا كلنا، انا اظن يعني ان كلنا بقينا مرضى نفسيين، احنا كلنا عايزين دكتور نفسي يعالجنا بجد. يعني انا مش عارفه نفسي انا هقدر اشارك في التغيير ولا لا، هقدر يكون ليا دور تاني ولا خلاص يعني احنا عملنا كده مره فشلنا يعني. دي احنا كنا مؤمنين جدا باللي احنا بنعمله، وكنا مؤمنين جدا ان احنا نقدر نغير، وكنا يعني كل واحد نزل وهو ما عندوش مشكله يموت في سبيل ان هو يحقق الحاجه اللي هو نازل عشانها. احنا كنا كده. دلوقتي احنا فين؟ Et est-ce que ça a été difficile de trouver les moyens pour réaliser ce film? Donc au départ, je pensais que ça allait l'être, parce qu'en fait, c'était mon premier film. C'était le premier film produit aussi par la jeune boîte de production de ma productrice Laurence Bullens. Et du coup, oui, je pensais qu'on n'allait pas trop avoir de soutien, qu'on allait galérer. Et finalement, étonnamment, on a été soutenu assez rapidement par la RTBF, qui est la télévision nationale belge francophone. Et puis de là a découlé d'autres aides. On a été soutenu par le centre de cinéma belge. Donc finalement, ça a été plus facile que ce qu'on l'imaginait d'obtenir du soutien. Aussi parce que je pense qu'on avait grâce à mon expérience sur le terrain, 5 ans passés en Égypte, il y avait une certaine crédibilité. Mais j'ai toujours peur qu'on me branche dans une case. Ça a été le cas souvent. Je suis journaliste, donc je ne peux pas faire autre chose. C'est difficile de passer du reportage au documentaire de création, etc. Et finalement, ça s'est fait de manière assez fluide. Et le fait était plutôt d'aller demander, d'oser. Oui, d'oser, en fait. Est-ce que pour vous, par exemple, vous diriez que c'est ça le pouvoir? Peut-être, et c'est la grande leçon que j'ai apprise auprès de cette jeunesse égyptienne dans les manifestations et après, dans ces réunions, dans tout ce qui était cette effervescence-là de révolutionnaire en Égypte. Ils osaient se mettre en danger, ils prenaient des risques pour des idées, pour de grandes idées, quoi. La liberté, la justice sociale, c'est pour les autres, pour leur société, pour le vivre ensemble. Et ça, je crois que ça a changé ma vie radicalement, en fait, de les côtoyer et de sortir de mon petit confort, d'avoir grandi en Belgique. Quand j'étais gamine, ado, on m'appelait Che Beni pour Che Guevara parce que j'avais toujours un mot à dire, j'étais un peu rebelle. Mais en fait, jusque-là, j'avais jamais pris de véritable engagement. C'était facile de gueuler dans une classe pour dire que j'étais pas d'accord, mais ça s'arrêtait là. J'avais jamais mis ma vie en danger en allant affronter une horde de policiers, par exemple. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et vous l'avez fait. Maintenant, avec le recul, est-ce que vous referiez la même chose? Je sais pas, c'était un peu fou, mais parce que moi je suis pas du tout une photographe de guerre, par exemple de conflit, mais j'ai été vraiment happée par cette jeunesse révolutionnaire et son engagement en fait. J'ai été vraiment avec eux. Après comme témoin, je suis pas égyptienne et je le serai jamais, même si de cœur je le suis devenue un peu, mais ça c'est... Oui, donc je dirais que le pouvoir, c'est prendre le pouvoir en fait. Prendre le pouvoir, je déteste cette idée de domination évidemment, qui est souvent associée au pouvoir. Mais cette idée de prendre le pouvoir, d'empouvoirment, si on peut traduire empowerment en français, ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup, le fait de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire bouger les lignes un tout petit peu. Est-ce que vous avez noté une différence dans cette prise de pouvoir, cette capacité à se rendre autonome entre les jeunes femmes égyptiennes et les jeunes hommes égyptiens? Parce qu'on a de l'extérieur, en tout cas dans le monde occidental, on a des fois un regard un peu biaisé sur la place de la femme dans ces sociétés. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai une super anecdote en fait qui vient de me revenir avec ta question. Pendant les manifestations,
il y a une jeune femme, j'ai une photo très emblématique d'une femme qui est voilée et qui est devant une horde de policiers et qui lève les mains et qui appelle. Donc on devine qu'elle appelle un groupe de manifestants à la rejoindre, quoi. Mais elle se tient seule devant un cordon de policiers. Et c'est une photo qui marque beaucoup les gens en Europe, effectivement, parce que c'est tellement pas l'image qu'ils ont de la femme arabe, voilée, etc., soumise d'après eux, etc. Et je discutais avec des jeunes femmes et il y en a une qui me dit « Mais nous, tu sais, on connaît bien nos hommes, on les connaît tellement bien qu'on sait que si on va, nous, devant des policiers, ça va tellement les gêner que ça soit une femme, ça va tellement les toucher dans leur orgueil que ça soit une femme qui aille au front, vraiment affronter la police au premier rang, qu'ils vont être obligés de suivre, en fait. Et c'est comme ça qu'on les ramène dans la bataille, quoi. Et je trouve que c'est tellement beau comme... ouais. La stratégie voilà, et la capacité de la femme à atteindre toujours ses objectifs. Oui, et à connaître, elles connaissent très bien la société dans laquelle elles évoluent, quoi. Et après, au-delà de ça, dans les suites, une fois que Moubarak est parti et que c'était des changements... moi, je me suis intéressée plus aux changements sociaux et à la transformation de la société plus en profondeur. Et ce qui était très beau à observer, c'est la prise de pouvoir dans l'espace public. C'est comment revendiquer une place dans l'espace public, être là et être fier d'être là. Parce que l'espace public est réservé aux hommes, en fait, très fort là-bas. Et ça, c'était vraiment génial. Enfin, c'est vraiment génial. Et ça, il y avait beaucoup de femmes qui osaient. Oui. Quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social. Et aussi leur appartenance religieuse ou idéologique. Enfin, c'est très, très varié, quoi. Et dans le film, dans Rester vivant, il y a deux femmes, donc il y a 4 personnages, et il y a deux femmes qui sont très différentes. Souleïfa, elle s'est vraiment émancipée, elle vient d'un milieu social assez pauvre et d'un quartier très très populaire au Caire, et elle a rencontré son mari Houssam sur la place Tahrir, et elle raconte de manière très belle qu'elle s'est vraiment, grâce à lui, émancipée. Elle a enlevé le voile parce qu'elle a trouvé un compagnon qui soutient ses idées et avec qui elle se sent suffisamment puissante pour faire ces choix-là et marcher dans son quartier sans voile, par exemple. Et à côté de ça, en face d'elle, il y a Imen, qui est issue de la confrérie des frères musulmans, donc qui est islamiste, mais qui malgré tout est descendue le 25 janvier 2011 dans la rue contre l'avis de la confrérie, contre l'avis de ses parents, en conflit avec tout le monde, en fait, et qui a dormi à côté d'anarchistes, à côté de salafistes, et tout le monde était rassemblé là, et elle a passé des nuits sur la place Tahrir, voilà, en se rebellant contre l'autorité de son groupe, quoi, liée à son appartenance à elle. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que l'émancipation, elle a plein de visages. Oui, voilà. Et, ouais. Très bien. Merci beaucoup. On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir, où nous sommes avec Pauline Beny. Ouais. On parlait tout à l'heure le courage, en tout cas, que les acteurs de son film Rester vivant ont eu, mais qui symbolise aussi le courage de toute une jeunesse pour braver les interdits, braver les oppressions, tout braver en fait, pour exprimer sa voix. Exactement. Si je résume. Oui, c'est ça. Est-ce que, pour le faire, ça a été difficile vous disiez tout à l'heure que ça n'a pas été compliqué pour trouver les acteurs parce que c'était des personnes que vous avez déjà rencontrées, photographiées, ainsi de suite. Est-ce que ça les a mis en danger, par exemple, d'exprimer leur point de vue et de raconter des anecdotes qui jusque-là étaient peut-être personnelles? Oui, surtout que c'est du documentaire, donc c'est des acteurs, en fait c'est des personnages, mais enfin c'est les vraies personnes, ils incarnent les acteurs de leur propre vie, hein. Il y a pas ils jouent pas un rôle, même si tout le monde se met toujours en scène, sans doute à sa propre manière, mais ça a été une grande question tout au long de la réalisation du film, c'est à quel point, et surtout au moment du montage, etc., je pouvais tout dire, et je les mettais en danger. Et puis il est très vite apparu, mais de concert avec eux, hein, ils ont vu plusieurs versions du montage, etc., que c'était pas à moi de les censurer. Ils étaient censurés
tout le temps dans leur vie quotidienne et que j'étais justement là pour porter une voix, donc je ne pouvais pas en même temps. Donc c'était compliqué, c'était toujours sur un fil comme ça. Est-ce que depuis ce film, vous avez eu à mettre en place avec d'autres femmes des stratégies où ces femmes-là vous ont fait part de stratégies dont d'autres femmes pourraient s'inspirer pour adopter cette même attitude en fait? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça a suscité un débat au niveau des jeunes femmes en gros? Le film? Oui. Je pense pas. Parce que je ne l'ai jamais vu comme quelque chose de genré. J'ai vraiment du mal avec cette idée d'opposition aussi. Parce que je pense qu'elle éclipse plein d'autres questions. Cette question du genre, par exemple, on en parlait au bilan, j'étais juste au bilan du cinéma en Belgique francophone, du centre de cinéma. Et on parlait de la question du genre beaucoup, de l'égalité, etc. Mais du coup, ça éclipse par exemple la question de la diversité. Tout à fait. Mais comme qui est essentielle dans la représentation pour moi. Ces femmes, elles regroupent les deux critères, de la diversité et du genre. Oui, donc, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que l'équilibre et la balance doivent être constamment trouvés. Oui, exactement. Est-ce que vous pensez qu'il faille, pour trouver une forme d'équilibre dans ces sociétés, qui pourrait mettre en place une forme de quota, ou en tout cas avoir une injonction internationale ou juridique? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait contribuer à ce que les choses bougent vraiment? Comment est-ce qu'on pourrait, de l'extérieur, aider cette jeunesse pour lui donner encore plus de force? En tout cas, par les quotas, je ne pense pas. Parce que au final, c'est la qualité, c'est quand même pauvre qu'on... Moi, ça me fait mal si on apprécie mon travail parce que je suis une femme. J'ai envie qu'on apprécie mon travail parce que c'est intéressant, parce que ça vous parle, parce que ça vous touche, mais pas parce que c'est une femme qui l'a fait. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec cette idée-là. Parce que, justement, je pense que nous, on a envie qu'on apprécie notre travail avec les mêmes critères que les productions, que les réalisations qui seraient faites par des hommes, en fait. Donc le quota, je ne sais pas. Après, peut-être que c'est plus dans l'échange, dans l'accès, dans la représentation qu'on peut changer les choses. D'ailleurs, moi, je pense que c'est là où je me sens... c'est ma manière à moi, je pense, toute petite, mais de faire évoluer les choses. C'est de se dire que moi, ce que je sais faire et ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires, et que ça, c'est un moyen peut-être de faire évoluer la perception qu'on a des autres, enfin des femmes là-bas, mais aussi de l'autre en général, et que c'est peut-être là que ça se joue. C'est essayer de sortir, de voir les gens comme on a envie de les voir, quoi. Et ce que j'ai pu observer dans la révolution égyptienne et avec la femme arabe, comme on le disait tout à l'heure, il y a ça très fort. Donc je pense que déjà, si on sortait de ça, qu'on arrêtait de dire « toi, tu es comme ça », mais plutôt qu'on posait la question et qu'on essayait de voir où sont les besoins directement en s'adressant aux personnes concernées, on serait peut-être plus juste qu'en venant imposer un schéma qui est celui de notre liberté occidentale. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, quelque chose qui illustre vos engagements, votre point de vue, vos visions? J'essaye de ne jamais rien regretter. J'ai toujours envie de vivre d'autres expériences, de ne pas être dans le regret de « tiens, j'aurais pu faire ça » ou « j'aurais pu demander ça ». Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Ne jamais rien regretter, c'est ça? Oui. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Je crois que je commencerai par aider quelqu'un. En fait, je crois que je ferai ce que j'essaye de faire tous les jours. Enfin, je crois qu'il n'y aurait pas de différence. Et je pense qu'on tout seul, on ne peut pas changer grand-chose. Parce que c'est un effort commun et qu'il faut qu'on soit tous ensemble et liés les uns aux autres pour que ça puisse avancer. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Je détesterais être une femme ou un homme d'État, en fait, je pense. Pas mon truc. Pas mon truc du tout. D'accord. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors j'hésite entre la petite souris. Mais ça peut être les deux aussi. Hein. Et un oiseau. Mais oui, j'aime l'idée de la petite souris parce qu'il y a tellement de moments où je me dis « oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être là pour savoir ce qui s'est dit ». Voilà, ça c'est ma nature curieuse à l'extrême. Et la petite souris, elle passe partout et elle peut tout entendre. Enfin, j'ai cette idée-là.
Et l'oiseau, parce que j'adore voyager et enfin voler, ça doit être un truc de ouf, quoi. Voilà. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui vous illustre le pouvoir ou la féminité, le pouvoir tout court, la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas trop d'objets, j'avais pas pensé à ça en arrivant de Bruxelles, mais du coup, je me suis rendu compte que ma fille m'avait donné avant de partir et que c'était dans ma poche un bracelet qu'elle avait fait elle-même. Bon, il est vert, j'espère qu'on va le voir quand même, on le voit. Et elle m'a dit, tiens maman, tu le prends pour aller montrer ton film. Donc voilà, pour que j'ai quelque chose qui me fasse penser à elle quand je suis ici. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 5 ans. Et pourquoi c'est le pouvoir et la féminité? Parce que je crois que... Donc je parlais de la révolution égyptienne qui avait un peu changé ma vie, mais ce qui a aussi vraiment beaucoup changé ma vie, c'est d'avoir un enfant. Et d'accoucher en fait. Le fait d'enfanter a été vraiment pour moi quelque chose de très très fort, où je me suis sentie complète alors que je ne suis pas du tout maternelle a priori, et que ma fille, elle m'a elle m'a donné un pouvoir énorme et que c'était très, très contradictoire avec ce qu'on projetait sur moi ou ce que mon milieu professionnel projetait sur le fait que j'allais avoir un enfant, comme quoi ma carrière était sans doute finie, c'est que moi j'allais faire maintenant, etc. Et en fait, c'était tout le contraire. J'avais une espèce de niaque et de force, un peu, si on peut accoucher, on peut tout faire, en fait. Si on peut donner la vie, qu'est-ce qui peut nous arrêter, quoi. Voilà. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Pauline Bonny », vous lui diriez quoi? Ou si votre fille dit maman, quand je serai grande, je voudrais être toi. Mais j'aime pas trop cette idée. J'aime bien l'idée qu'on puisse encourager l'autre dans sa spécificité, dans sa particularité, dans ce qu'il a lui d'exceptionnel, parce que je pense qu'on est tous, on a tous quelque chose à partager, à exploiter, à prouver sans doute au monde, et donc d'être soi-même, Mais on peut aussi être des modèles d'inspiration pour d'autres, et c'est important en fait. Tout à fait, et je donne beaucoup d'ateliers pour l'instant en photographie documentaire surtout, et de cours dans mon ancienne école à Bruxelles, et dans des maisons de jeunes ou quoi. Et j'adore cet échange, le fait de passer, mais c'est plutôt un passage d'expérience. Il n'y a pas cette idée d'être hiérarchiquement au-dessus de l'autre, c'est plutôt genre, qu'est-ce que moi, avec ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai emmagasinée, qu'est-ce que je peux t'amener? Et puis voilà, mais parce qu'après, je me rends compte souvent, là je sors d'un atelier avant d'arriver à Montréal, et c'est qu'ils m'apportent tellement aussi eux, alors qu'ils ont beaucoup moins d'expérience que moi, mais en fait j'apprends tous les jours, donc voilà. Si vous aviez un message pour les personnes qui vont regarder votre film dans le cadre de ce festival Vue d'Afrique, la 35e édition, je rappelle, et vous voulez qu'ils retiennent quelque chose de votre film, quel message voudriez-vous qu'ils retiennent? Qu'ils aillent à la rencontre en fait des personnes. C'est comme ça que vraiment j'imagine le cinéma, comme un espace de rencontre, et j'aimerais qu'ils viennent à la rencontre des Égyptiens que j'ai entre guillemets fait parler dans ce film, quoi. Ça me ferait plaisir. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup Pauline. Merci à vous beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou sur notre chaîne www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.